Chers téléspectateurs de SAT TV, joie et bonne humeur, ce sont entre autres les sentiments qui habitent mon cœur quand je suis avec vous dans votre émission Au cœur de la littérature. Aujourd'hui encore sur ce plateau, nous n'avons pas un invité, mais une invitée, une journaliste qui n'est pas du tout aujourd'hui à présenter à la jeunesse guinéenne. Il s'agit bien sûr de Kadiatou Kaba, elle est journaliste animatrice et présentatrice à la RTG. Il faut également mentionner qu'à seulement 21 ans, elle a présenté son premier journal, devenant ainsi la plus jeune journaliste présentatrice du journal télé guinéen. Elle est également directrice générale de Kadik Communication et Cœur meurtri, c'est son premier ouvrage. Kadiatou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous sur ce plateau pour cet autre numéro de mon émission Au cœur de la littérature. Écoutez, c'est un plaisir, c'est toujours un plaisir de savoir que de plus en plus des jeunes se mettent au service de la littérature, parce que n'oubliez pas que depuis des années maintenant, j'en ai fait mon cheval de bataille et tout. Et donc, je ne peux être qu'heureuse en fait de voir qu'aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui s'intéressent à la littérature, tant bien qu'à la lecture, à l'écriture, mais également à des émissions littéraires, parce que nous, les écrivains ne sont rien sans vous, les critiques littéraires, sans vous, les animatrices littéraires. Donc, c'est un plaisir. Bien, alors Kadiatou, vous êtes une femme, comme je le disais tantôt à l'introduction, qui n'est pas aujourd'hui à présenter à la jeunesse guinéenne. Vous êtes vraiment parvenue à vous démarquer, et cela à travers votre courage et votre beauté intellectuelle, ce genre de choses que j'apprécie carrément chez une femme. Je vous félicite déjà. Alors, pour commencer, vous êtes dans un milieu où on ne retrouve pas beaucoup de femmes dans le monde de la littérature, en tout cas dans notre pays. Quel est votre sentiment par rapport à cela? Écoutez, c'est un sentiment de joie, sentiment de satisfaction, en même temps un peu fâché parce que je m'attendais à ce que les gens me félicitent tout ça quand j'ai sorti mon livre. C'est vrai qu'on m'a félicité, mais tout le monde me disait c'était sans surprise, sans surprise. Et tout de suite, je disais mais non, moi je ne veux pas entendre ça, félicitez-moi parce que voilà, il y a quelque chose de plus que j'ai réussi à faire. Écoutez, c'est vrai que dans notre pays, les femmes ne s'y mettent pas souvent. Il y a bien sûr des femmes écrivaines, mais le problème est qu'au niveau de la publicité, elles ne s'affirment pas trop, elles écrivent peu. Et sinon, aujourd'hui, il faut reconnaître que plusieurs jeunes filles sont en train d'écrire. Quand je prends les Sayom Michel Chaya, quand je prends les Aïssata Doumbouya, quand je prends les Massouma et bien d'autres personnes en attendant la lune de Mabeti. Peut-être que c'est une communication qui manque autour d'elle. Oui, bon, oui, il y a une communication qui manque, mais j'ai aussi envie de dire qu'au-delà de cette communication qui manque, parfois les femmes n'ont pas confiance en elles-mêmes et tout, et souvent elles se laissent distraire par les commentaires des extrémistes entre griffes qui disent que non, la femme est ci et ça, l'homme peut faire certaines choses, la femme ne peut pas le faire, tout ça, alors que vouloir c'est pouvoir, et on dit que ce que femme veut, Dieu le veut. Et au-delà, il y a cette paresse en fait qui anime ces femmes qui écrivent, parce que vous allez voir, moi qui suis critique littéraire à la RTG, je reçois plus d'hommes que de femmes. Dans l'année, sur 100 personnes reçues, vous allez voir que je n'ai même pas 5 femmes reçues, alors que c'est possible. Mais encore une fois, ceux qui viennent vers nous, on les aide à faire la promotion de leurs ouvrages. À tout moment, on ne peut pas être là en train de courir derrière des personnes, d'autant plus que chaque fois, nous avons des documents sous la main qu'on ne finit même pas de lire. Donc, c'est compliqué pour nous. Même si on a cette envie, cette volonté de promouvoir les femmes, mais à un moment donné, ceux qui viennent vers nous, franchement, avec le calendrier chargé, on est obligé de faire avec ces gens-là. C'est ce que je dis souvent, les écrivains, ils méritent vraiment d'être encouragés. Moi, au-delà de tout, je me dis, un écrivain, c'est quelqu'un quand même qui passe des nuits blanches à écrire des livres, juste pour éduquer et instruire, parce qu'on peut dire comme ça. Alors que dans notre pays, c'est une réalité qui perdure encore. Les écrivains ne sont malheureusement pas appréciés à leur juste valeur. Oui, les écrivains ne sont pas appréciés à leur juste valeur, c'est un problème. Mais les écrivains, bon, il y a
il y a la responsabilité des écrivains, il y a la responsabilité des éditeurs, parce qu'il faut reconnaître que chez nous, les éditeurs sont plus stars que les écrivains. Et c'est vraiment dommage. Et souvent, vous allez voir un éditeur, par exemple, dès que l'ouvrage sort, vous finissez la dédicace. Tant pis pour toi, chacun pour soi, Dieu pour tous. Alors que dans le contrat d'édition, souvent, c'est dit qu'il y a la publicité qui va s'en suivre, la communication qui va s'en suivre. Malheureusement, quand vous finissez la dédicace, il n'y a plus de suivi, il n'y a plus d'accompagnement. Donc, ceux qui viennent à travers le lobbying que tu crées autour de ton ouvrage, si ça marche, tant mieux. Mais sinon, à défaut, ton livre reste comme ça. Moi, aujourd'hui, il y a des jeunes auteurs, quand je les lis, quand je vois comment, franchement, l'écriture est... Ce qu'ils écrivent, quand je vois comment la thématique est pertinente, quand je vois comment ils écrivent le style d'écriture, comment c'est limpide et net, après je me dis, waouh, qu'est-ce que cette personne attend pour décoller. Mais quand tu regardes, non seulement il y a la pauvreté, il n'y a pas de communication qui s'ensuit. Comme je l'ai dit, les éditeurs sont plus stars que les écrivains. J'espère qu'à travers ce message, les maisons d'édition vont vraiment... En tout cas, bon, après, maintenant, nous, on a adopté un nouveau système et tout. On est là. Je pense que celui qui a commencé avec ça, c'était David Bangoura du Village au Palais. Lui-même, il s'est investi dans la promotion de son ouvrage. Et tu as vu comment ça a décollé. Ouais, et je pense que les auteurs que nous sommes, dorénavant, je pense que nous aussi, nous devons nous y mettre et tout. Nous avons notre réseau. Parfois, je comprends les maisons d'édition parce qu'il y a plusieurs œuvres. Vouloir tout le temps faire la publicité d'un seul livre et tout. Après, je risque de créer des frustrés. Et puis, tous les jours qui passent, eux, ils éditent de nouvelles œuvres. Donc, ce n'est vraiment pas évident. Mais qu'à cela ne tienne, de temps à autre, ils peuvent organiser des tournées dans les écoles, dans les universités pour leurs auteurs. Pourquoi pas des tournées internationales, qui sait. Bon, ça, c'est un autre level. Mais toujours est-il qu'il ne faut pas se limiter qu'à la seule dédicace. Alors, en parlant de votre livre, Cœur meurtri, le titre même exprime un chagrin. Est-ce que, de façon brève, vous pouvez nous en dire plus sur le titre ? Alors par rapport au titre Cœur meurtri, effectivement, vous savez, le choix du titre dépend aussi du contenu de l'ouvrage, même si parfois pour des raisons publicitaires, pour des raisons marketing et tout, on est obligé de mettre un titre qui accroche juste pour que la personne de loin, quand elle entend, qu'elle puisse justement être accrochée tout de suite. Mais ce que j'ai envie de dire par rapport à mon livre, effectivement, le titre reflète corrobore parfaitement bien avec le contenu de l'ouvrage. Cœur meurtri, oui, parce que je pleure un être qui m'est cher et tout. Cet être qui m'a laissé alors que j'avais beaucoup de projets pour lui, énormément de projets. Cet être qui m'a quitté sans même me dire au revoir, et donc le cœur est meurtri par rapport à tout ça. La perte d'une personne chère, c'est quand même, ça fait mal. Et donc, en parlant du contenu du livre, parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. L'objectif ici, c'est de connaître le contenu du livre pour ces jeunes qui n'aiment pas trop la lecture ou qui n'aiment pas prendre le temps de la lecture. Est-ce que vous pouvez revenir sur le contenu maintenant? Alors, Cœur meurtri, c'est un livre d'à peine 100 pages. Cœur meurtri, il faut le dire comme ça. Et c'est un livre de 14 chapitres repartis en 5 bonnes parties. Alors la première partie, ça s'appelle Une famille ordinaire. Une famille ordinaire, c'est ressortir ce papa polygame que j'avais, ce papa commerçant que j'avais, ce papa aimable que j'avais, ce papa attentionné que j'avais, ce papa qui faisait parce qu'il avait les moyens de faire et non qui faisait parce qu'il était dans l'obligation de le faire ou alors parce qu'il s'attend à une contrepartie quelconque. Je parle de cet homme en fait qui pense qu'il faut faire du bien sans s'attendre à une récompense tapageuse quelconque, parce que les hommes que nous sommes égoïstes, nous sommes ingrats et nous oublions très vite. Et c'est cet homme-là, je parle de cet homme-là aussi qui a appris à ce qu'on pardonne même si on a raison. J'ai parlé de cet homme-là qui apprend à tout un chacun que dans la vie tout passe et que ça sert à rien de s'étaler sur la place publique sur des futilités. Il faut savoir pardonner et aller de l'avant. En fait, une famille ordinaire, je parle aussi de cette attention que ce père de famille avait vis-à-vis de sa famille, tant sur le plan éducatif, mais aussi je parle de ses exigences, de ses principes. Il était gentil, aimable, doux, mais il avait des principes. Et donc, ça faisait que
Quand on est là avec lui, on joue, on sait qu'on est en train de jouer. Mais quand il s'agit du sérieux, on sait tout de suite quelles sont nos limites. C'est ce papa qui a soutenu sa fille quand elle était encore dans ses débuts dans le milieu professionnel, d'abord au club olympique communal Matam, notamment au sein de l'Académie nationale qui relève du Comité national olympique et sportif guinéen. Mais c'est ce papa aussi qui a soutenu sa fille à ses débuts en 2014, lors de son tout premier stage dans une chaîne privée de la place, et qui finira quand même par décoller avec le temps, bien que ce papa n'existe plus. Ça, c'est une famille ordinaire. En fait, dans la famille ordinaire, je parle de tout ce que vous, moi et ces téléspectateurs, justement, peuvent connaître ou traverser étant en famille. Donc, c'est ça, une famille ordinaire. Alors, la deuxième partie du livre, ça s'appelle les réalités de la vie. Les réalités de la vie par rapport à certains faits qui n'ont cessé de me tarauder l'esprit depuis la maladie de mon père, après son décès et quelques agissements des hommes que nous sommes dans la société. Les réalités de la vie, parce que oui, la personne qui n'avait jamais mangé du haricot auparavant commençait à réclamer du haricot. La personne qui n'avait jamais goûté à la sauce feuille commençait à réclamer la sauce feuille. Cette personne qui était si fort en calcul mental qui commençait à faire des petites erreurs. Donc j'ai qualifié ce chapitre de réalité de la vie. Mais au-delà, vous savez, dans l'Afrique, ici, on a cette coutume-là. Pendant qu'on a besoin de vous, de moi ou de quelqu'un d'autre, on n'est pas là. Quand la personne décède, on vient se bomber les torses pour donner des bœufs, pour donner des sacs de riz, pour donner des bidons d'huile, comme si ces trucs-là, ces choses-là allaient faire revenir l'être cher. Et donc vous allez voir que c'est des choses que je dénonce dans cet ouvrage et tout. Et je dirais même que si j'avais la possibilité, ceux qui sont venus après le décès de mon père avec ces choses-là, j'aurais dit à ces personnes de partir avec, parce qu'on n'en avait pas besoin. Mon papa ne faisait pas pour qu'après on vienne lui donner de l'argent ou qu'on lui fasse la même chose. Il faisait juste parce que c'était son devoir, ou soit c'était parce que tout simplement il pouvait le faire. Et ça faisait d'ailleurs que même avec des tierces personnes qui n'appartiennent pas à sa famille, sa femme peut passer toute une journée en train de préparer pour lui, et lui le soir il s'en va donner aux jeunes garçons parce qu'il se dit que c'est ces derniers qui le préoccupent. Donc dans les réalités de la vie, en fait, je parle du fait que quand on est une fille en société et tout, c'est hyper compliqué, parce que moi je me rappelle quand mon papa est décédé, j'ai voulu voir son corps. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de voir ça, alors que j'avais fait 3 jours sans le voir avant que le décès n'intervienne. Donc je m'en voulais déjà pour ça, et jusqu'ici je m'en veux pour ça. J'espère qu'il me le pardonnera un jour, parce qu'il nous avait toujours mis en garde et tout. Et après, j'ai tout fait pour que je puisse accéder au cimetière. Je n'ai pas pu accéder au cimetière. J'ai aussi demandé le pardon des gens pour que je puisse ne serait-ce que rester devant le cimetière. On ne me l'a pas accordé. C'était compliqué. Et donc, le fait que j'avais certaines intentions, quand même certaines volontés que je n'ai pas pu réaliser, telles que faire en sorte qu'il soit inhumé dans une de ces concessions, puisqu'il avait des concessions un peu partout à Conakry. Mais avec du recul, j'ai compris quand même que les hommes avaient leur place dans les cimetières une fois morts. Donc, après ce raisonnement, j'ai pu le comprendre. Dans les réalités de la vie, je parle des conditions dans lesquelles mon papa est décédé. Les témoignages que ma mère a eu à faire après son décès, comment le décès est survenu et et dans quelles conditions on les a trouvés à l'hôpital. Parce que vous allez voir que le décès est survenu. Nous, on n'était pas à la maison. Quand on arrivait, il n'était plus à la maison, il était à l'hôpital. Et j'explique le fait qu'on demande aux citoyens que nous sommes, aux patients ou aux parents de patients, que nous pouvons être en fonction de ce que nous avons à faire, tout ça, qu'on nous demande de payer 15 000 francs alors que nous avons un malade à l'hôpital partagé entre la vie et la mort. On ne sait même pas si la personne peut survivre ou pas. Tout ça, ça fait partie des réalités de la vie. Et donc, dans la cruauté de la vie, qui est la 3e partie, ça, ce n'est pas par rapport à ma mère, par rapport à mon père, parce que souvent, quand je dis la cruauté de la vie, les gens pensent que c'est dans ce chapitre que papa est décédé. Non, il est décédé dans les réalités de la vie. Je ne peux pas traiter ce chapitre de cruauté parce que je savais que d'une manière ou d'une autre, ça allait arriver et que ça faisait partie dorénavant de notre quotidien. Là où nous sommes, nous savons que nous allons partir. Le mythe, c'est juste que nous ne savons pas quand, en fait. Mais la cruauté de la vie, c'est le fait qu'en fait, ma maman soit là dans son habit de veuvage et tout, qu'elle n'ait pas pu digérer, enfin, qu'elle n'ait pas encore digéré la perte de mon père, que son seul oncle
qui vivait, que ce dernier rende l'âme. Et ce qui m'a d'ailleurs poussé à parler de cet épisode, c'est que moi je me rappelle en 2015, j'étais partie au village de ma mère. Ce vieil homme et tout était là tout le temps en train de se préoccuper pour nous, pour la nourriture et tout ce qui s'en suivait. Il voulait s'assurer qu'effectivement nous allions bien alors qu'il avait du mal à marcher. Et je me rappelle quand je quittais Kébéa, qui est dans Oulada en 2015, ce monsieur m'avait demandé de dire à ma mère de lui envoyer le prix du tissu pour le linceul, un flacon de parfum. Et donc quand le décès est intervenu, j'étais très jeune quand il me le disait, j'avais peur, mais il a su me manager pour que vraiment je puisse passer l'information à ma mère sans qu'elle ne soit traumatisée. Et donc quand le décès est survenu, j'ai pensé à tous ces faits, d'où la cruauté de la vie. Ça, c'est plutôt par rapport à ma mère parce que mon père n'existait plus. Je parle de la ville de Cancan parce que vous verrez que mes parents sont originaires de Cancan. À la base, je suis de Cancan, même si je suis née à Conakry. Mais Cancan, c'est cette ville en fait située à 650 km de Conakry. Et vous savez, le jour que mon papa est décédé, c'est pas ce jour qu'il a été inhumé. Et donc, quand son 40e jour arrivait et tout, puisque déjà il était partagé entre 2 jours, le 21 et le 22 juillet et tout, soit vendredi et samedi 2017 juillet, le mois de juillet, ses enfants ont décidé qu'il y ait un sacrifice à Conakry et un autre sacrifice à l'intérieur du pays. Et donc à cette occasion, moi j'ai eu la chance de partir à Cancan. Quand je suis partie, j'étais triste, choquée, en même temps impressionnée. Impressionnée par rapport au lampadaire qui était maintenant à Cancan. Il y avait maintenant la lumière à Cancan. À peu près des autoroutes qui commençaient à être à Cancan. Cancan devenait une belle ville, bien que l'hospitalité existait depuis la première fois que j'avais été. J'avais 6 ans à l'époque, c'était en 2004. Et donc, je parle de du choc quand j'ai trouvé que tous les frères de mon papa qui étaient à Cancan en 2004 étaient tous morts en 2017. C'était triste, Louba était vide. Je ne retrouvais plus cette joie de vivre parce que toutes les maisons étaient fermées en fait. Là, le choc était immense, c'était intense et je ne me retrouvais pas. C'était bienvenu à nouveau les pleurs quoi. Parce que tout ça, c'était triste. Et puis, le dernier chapitre, qui est le retour à Conakry, ce dernier chapitre, en fait, c'était une façon de dire au lecteur, écoutez, la vie doit continuer. D'autres personnes ont vécu pire que nous. Mais bon, on doit rester confiant, on doit tourner la page. Tourner la page ne veut pas dire oublier l'être cher, mais tourner la page veut dire se projeter dans l'avenir. Et voilà, parce qu'on sait une chose, la mort n'arrête pas l'amour. Voilà. Ouais, en tout cas, chers téléspectateurs, vous avez compris, c'est un ouvrage plein de sens et de conseils et plein aussi d'émotions. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Oui, le livre est disponible dans les librairies partenaires L'Harmattan Guinée, la Maison du Livre. C'est disponible à Innov Édition. Et ceux qui sont en France, ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, en Asie et tout, il y a Amazon Inde, Amazon Europe et puis Amazon Amérique. Je pense qu'ils peuvent trouver le livre là-bas. Bien, donc on a compris qu'on peut se procurer cet ouvrage dans les différents points de vente. Donc Kadiatou, on tend vers la fin de cette émission parce que vous savez, ça me fait plaisir d'être là avec vous, mais la télé c'est l'heure. Mais je m'en vais vous poser cette dernière question, avant-dernière question j'allais dire. C'est de me donner le nom de 3 ouvrages des écrivains de la nouvelle génération. Eh bien, Le silence de Dieu que j'aime bien de Cheikh Talibé. Donc tous les écrivains qui vont passer ici vont parler de Cheikh Talibé. Non mais écoutez, Talibé, je ne sais pas ce jeune-là, si j'avais les moyens de l'aider comme il le faut, franchement je l'aurais fait. Oui, parce que moi aussi, je peux dire que c'est l'œuvre de Talibé qui m'a fait vraiment aimer la littérature guinéenne. Hein. C'est incroyable. Sincèrement, c'est un bon livre. Donc Talibé, on te félicite depuis la Guinée. Livre. Le gars, il est mesquin, il est rigoureux. C'est un film, son livre, c'est un film. Je demande au producteur de vraiment faire la mise en scène de cet ouvrage. Ça va marcher. J'ai parlé avec Talibé à propos de ça. Je lui ai demandé si il en faisait un film. Il m'a dit qu'il avait un projet comme ça, mais que ce n'était pas encore facile. En tout cas, c'est mon rêve le plus ardent. Ouais, en tout cas, c'est un bon livre. Talibé, Le silence de Dieu, la nouvelle génération. On a aimé. Franchement, excusez-moi, je le dis et je l'assume. Je ne vois pas les gars de la nouvelle génération qui puissent dépasser Talibé dans ses écrits, j'en suis sûre.
Sois-en fier, c'est loin de Atalakou. Il sait il sait comment je suis, j'exprime clairement les choses. Donc il y a Talibé, il y a mon cher ami David Bangoura qui a écrit Du village au palais, il y a Massouma qui a écrit Sogé, je peux même te citer une quinzaine, une vingtaine. Tu vas quand même pas coller la critique littéraire. C'était juste pour bien sûr, bien sûr. Non, mais la nouvelle génération, franchement, je vois, c'est vrai qu'il y a certains moments donnés, c'est bien d'écrire, mais il faut faire attention, il ne faut pas être trop pressé parce que s'il faut produire avec énormément de fautes, et parfois il y a des chapitres qui n'ont pas de sens. Pour moi, ça sert. La vie n'est pas une course de fond, de vitesse, je ne sais pas comment ils le disent et tout. Chacun a son tour chez le coiffeur et donc, allons-y, mollo, mollo, c'est pas parce que ton ami a écrit que tu dois écrire. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est impressionnant, c'est salutaire. C'est intéressant de voir que la nouvelle génération se met vraiment à l'écriture. Comme j'aime à le dire, la nouvelle génération, nous avons des talents cachés, des talents qui restent encore à découvrir, surtout dans le cadre de la littérature, parce que moi, c'est dans ce domaine-là que je connais un peu la nouvelle génération. J'ai eu à lire pas mal de livres des écrivains de la nouvelle génération et qui m'ont vraiment convaincue, très sincèrement. Alors, Kadiatou, on arrive vraiment à terme de cette émission. Je vous remercie très sincèrement de nous avoir honorés de votre présence. Je vous en prie, mais je tiens à lire une lettre à la fin de ce livre avant de se quitter. Cette lettre me tient beaucoup à cœur. Après, même s'il faut couper ailleurs, c'est pas grave, mais il faut que cette lettre-là, ça passe. Voilà, donc tenez-vous bien. En fait, c'est la dernière partie de mon livre. En fait, c'est le dernier chapitre, en fait, et tout. Cette lettre, je l'adresse à mon père. À mon père, très cher père, ton départ a été une dure épreuve pour nous. Tu avais tellement su être présent à nos côtés que nous nous sommes sentis perdus devant ton absence. Nous avons certes connu quelques difficultés peu après ta disparition, mais nous avons réussi à les surmonter. Je sais que tu réalises combien nous te pleurons, mais combien il est difficile de s'habituer à ton absence. Et tu vois, chacun de nous s'est mis au travail car nous voulons, même là où tu es, que tu sois fier de nous. Il ne sera jamais dit que nous sommes la lie de ta grande famille. Nous nous battrons comme tu nous l'as appris, nous nous battrons pour gagner dignement nos vies comme tu l'as toujours voulu. Nous saurons garder la tête haute même sous la tempête. Les aînés se sont engagés à prendre les plus jeunes frères et sœurs sous leurs aisselles, à maintenir et à encenser la paix, l'amour et l'entente dans la famille, comme cela a été toujours ton objectif. Je sais qu'aujourd'hui, il est très rare de trouver des personnes comme toi sur terre. Tu étais généreux et vertueux et savais préserver l'entente dans la famille. Mais sache que le bien que tu as fait aux autres nous est rétribué au centuple aujourd'hui par la grâce de Dieu. Pour nous, tu es juste loin de nos yeux, mais tu ne cesseras jamais d'exister dans nos cœurs. Tu restes notre référence. La confiance que tu as très tôt portée en moi me donne des ailes aujourd'hui et je me sens outillée pour réaliser mes rêves. Depuis quelques temps, je suis la plus jeune présentatrice de journal télévisé guinéen et les échos qui envahissent la cité sont des plus flatteurs. Mon nom commence à être répété par tous les Guinéens parce que tu m'as coulé dans la meilleure molle. Je cherche régulièrement et obstinément la perfection comme tu me l'as enseigné. Et je sais que tu veilles sur moi, je sens tes yeux rivés sur moi, j'entends ta voix qui me rassure chaque fois que le doute me hante. Je t'entends me répéter l'exigence de réussir. Qu'est-ce qui peut m'arrêter désormais? Quelle embûche ne saurais-je transcender? Je remercie mon Dieu d'avoir été ta fille, toi ma source d'inspiration, ma source de motivation. Demain, le monde entier parlera de moi par la grâce divine. Je te le promets, mon champion, repose en paix. Tes enfants, Amadou, Sanoussi, Aïcha, Aminata, Kadiatou, Aboubakar, Balou, Mama et Mohamed Nana t'aimeront toujours et prie Allah pour que le paradis soit ta dernière demeure. Tu seras à jamais dans nos cœurs et occuperas toujours nos pensées. Dors en paix, trésor, Conakry le 21 juillet. Un texte plein de sens et d'émotions en tout cas. Vous êtes une femme déterminée. Et c'est quelque chose que j'apprécie naturellement chez les personnes, très sincèrement. Donc, Kadiatou, encore une fois, merci de nous avoir honorés de votre présence. Chers téléspectateurs, c'était votre émission Au cœur de la littérature et on était avec la jeune présentatrice Kadiatou Kaba. On se reprend très prochainement pour d'autres numéros. Merci.